Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Jean-Claude Bourret, journaliste qu'on ne présente plus. Vous avez sorti un livre, La 5, l'histoire secrète. Alors, le livre, quand même, commence avec cette phrase « Contrôler les médias, c'est contrôler les cerveaux des peuples. Et rien n'est plus excitant pour un politique que d'avoir à sa disposition l'arme des médias. » Et vous expliquez, en fait, que à l'époque de l'ORTF, même le sommaire du journal était validé par le préfet. Il n'y avait pas de liberté éditoriale. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez vu dans votre carrière cette arme des médias faire des ravages dans la société française ? Alors, faire des ravages, je n'ai pas fait d'études historiques aussi précises que votre question. Je vous entendais à l'instant commenter la violence dans les écoles et les lycées. Mon premier métier, c'était éducateur de rue, visiteur de prison. Ce que personne ne sait pratiquement, puisque j'en ai pas parlé, étant donné que je ne voulais pas que les confrères disent « Ah oui, Bourret se fait mousser », etc. Mais je visitais les prisons, notamment Fleury-Mérogis, La Santé. J'étais éducateur de rue, donc j'avais une douzaine de jeunes enfants, d'adolescents plus exactement, dont j'avais la charge. Et on pose évidemment très très mal le problème de la société. Parce que le problème de la société, c'est d'abord l'éducation, qui passe par les parents, qui passe par les enseignants et qui passe par les médias. Alors pour répondre à votre question sur les médias, depuis toujours, depuis 2000 ans, ceux qui ont la capacité de faire passer des messages au peuple essayent de maîtriser ces messages. Depuis toujours. Le grand capital a toujours été actionnaire des grands journaux de presse écrite. Ensuite, ça a été la radio. Ensuite, ça a été la télé. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que quand vous maîtrisez les médias, quand vous êtes propriétaire d'un média, vous pouvez orienter via le président de la chaîne ou le directeur de la rédaction. Vous pouvez lui dire, tiens, ce serait bien d'inviter un tel. Et il est sensible, évidemment, à vos suggestions, puisque vous le payez. C'est pas compliqué à comprendre. Alors après, le directeur de la rédaction se tourne vers son rédacteur en chef. Dis donc, il y a un mec qui est pas mal, là, c'est un tel. Il vient de sortir un bouquin, ou alors il a des choses à dire. Ce serait bien de l'inviter dans un des journaux. Et le rédacteur en chef, il comprend le message. Il est pas fou. Il va pas lui dire, écoute, t'as rien à me dire. Je suis le patron de la rédaction, je suis rédacteur en chef, sauf que l'autre, il est au-dessus de lui. Ouais. Donc voilà comment ça se passe. Et évidemment, le grand capital essaye de mettre dans la tête des téléspectateurs ou des auditeurs ce qu'il a envie que les citoyens comprennent, sachent et pensent. Donc, moi, je suis très frappé, maintenant j'ai 84 ans, j'ai un peu de recul, je suis très frappé de constater que les chaînes de télé qui sont à accès gratuit, il y en a je sais plus combien, 23 ou 24, proposent des insignifiances. C'est très rare qu'il y ait une émission de télé qui ouvre l'esprit, qui permette de comprendre, avec des débats, avec des gens qui sont pas d'accord entre eux, qui s'affrontent avec des idées différentes. Et c'est de là que naît la vérité. C'est quand vous avez deux personnes, l'une qui dit non, votre téléphone portable il est de couleur blanche, l'autre il dit non, il est de couleur noire, et chacun avance ses arguments, et vous êtes là derrière, vous dites mais c'est évidemment celui qui dit que c'est blanc qui a raison. Mais d'ailleurs sur la 5 il y avait cette émission Duel sur la 5 où c'était première émission interactive où les téléspectateurs pouvaient à la fin de l'émission voter pour la personne qui les avait convaincus, et cette émission a été censurée, il me semble. Non seulement elle a été censurée, mais c'était le cauchemar du gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement de gauche, mais ça aurait été la droite, c'était pareil. Parce que il y a un ancien Premier ministre de Chirac qui m'a dit « Jean-Claude, on vous a jamais nommé président de chaîne, ce que j'aurais refusé. Parce que je suis pas compétent pour être président d'une chaîne, il faut gérer 2 ou 3 000 personnes, il y a des budgets. Non, moi je suis un fanatique de l'information claire, précise, accessible à tous les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Et donc j'étais en tant que téléspectateur, et je le suis toujours aujourd'hui, en 2024, très énervé, très scandalisé par les débats à la télévision, voire à la radio.
Sud Radio est un peu différent parce que vous donnez la parole à des gens qui ont entendu le par ailleurs et qui ont des choses à dire. Mais à la télé, il y a pour moi la clé d'un mauvais présentateur, c'est quand il coupe la parole à son invité et qui dit on va y revenir. Ça veut dire, là, tu es en train de dire des choses que tu devrais pas dire parce que tu t'approches d'une certaine vérité et mon patron va pas être content que tu dises cette vérité. Donc je te coupe la parole, mais je la coupe intelligemment. Je dis pas non, ça vous pouvez pas le dire parce que ça va me valoir une engueulade de mon patron. Je dis très intéressant ce que vous dites, mais on va y revenir. Évidemment, on n'y revient jamais. Donc c'est de la censure en direct. Quand vous entendez un animateur dire on va y revenir après avoir coupé un des invités, vous pouvez être sûr que c'est la censure qui se manifeste. Et ça, censure à l'époque de la 5, vous avez suivi aussi les débats sur les fréquences de la TNT, de l'Arcom récemment. Vous parliez bien sûr de l'importance de maîtriser, contrôler les médias et du grand capital. Vous, en l'occurrence, c'était Silvio Berlusconi. Aujourd'hui, on voit des combats entre Bolloré, Bernard Arnault, maintenant Rodolphe Saadé qui va racheter BFM. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du paysage médiatique? Est-ce qu'il est plus libre qu'avant, d'une certaine façon, ou est-ce que c'est absolument la même chose? La réponse est dans votre question. Pourquoi les milliardaires achètent les médias? Sinon pour faire passer un message et pour dire au gouvernement attention, je suis propriétaire de telle chaîne de télé, de telle radio, de tel journal de presse écrite, je vais vous soutenir, je vais valoriser l'action du gouvernement, je vais écraser quand il y a un scandale, je vais mettre ça en page 22 avec 12 lignes. En échange, attention, vous ne me taxez pas sur mes super bénéfices, vous ne me taxez pas sur mes profits, vous me laissez vendre aux Français un produit qui est dangereux éventuellement. On le voit avec le glyphosate, on le voit avec les poils Tefal, etc. La pression du lobby industriel sur le gouvernement. Les poils Tefal, on découvre que c'est dangereux pour la santé et qu'il y a un produit qui est extrêmement nocif. Les polluants éternels, les PFAS. Oui. Donc on dit non, mais il y a une pression, disant oui, mais si vous nous empêchez de faire des poils Tefal, il y aura 2000 personnes au chômage. On va continuer à faire des poils Tefal parce qu'on veut pas se mettre 2000 chômeurs de plus. Vous voyez, tout ça fonctionne comme depuis des siècles, avec les intérêts des uns et des autres. Donc ça n'a pas changé. On va en parler dans un instant avec vous, Jean-Claude Bourret, du paysage audiovisuel français. Si vous souhaitez poser des questions à notre invité ou réagir, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Jean-Claude Bourret, journaliste, auteur de La 5, l'histoire secrète. Alors, avant La 5, vous avez été aussi un journaliste sur la première chaîne, qui n'était pas encore TF1, et vous avez été viré par le pouvoir, tout simplement pour avoir donné une information qui était le nombre de manifestants, je crois, pour l'école libre, et vous avez osé dire à l'antenne qu'il y avait autant de manifestants, et c'était inédit depuis la libération, 800 000 personnes qui étaient dans la rue, et ça n'a pas pu au pouvoir. Oui, ça va intéresser, je pense, vos auditeurs, quelle que soit leur tendance, gauche, droite, extrême droite ou écolo, pour voir comment fonctionne réellement la télévision, parce que ça n'a pas changé. Sur les radios, les journaux de presse écrite, la télé, ça n'a pas changé. Évidemment, on cache un peu tout ça à travers des progressions intellectuelles qui permettent de dire non, il n'y a pas de censure chez nous, mais évidemment, il y a au minimum une orientation. Donc, j'étais rédacteur en chef de TF1 et présentateur des journaux du week-end, c'est-à-dire le 13h et le 20h du vendredi, samedi, dimanche, et il y a eu le fameux dimanche où il y a eu la manifestation finale en faveur du soutien à l'école libre, puisque la gauche voulait casser l'école libre et la faire rentrer dans le rang de l'école publique. Et donc on se demandait combien il y aurait de manifestants, puisque 15 jours avant à Versailles, il y avait eu une manifestation où il y avait eu 500 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, ce qui était énorme.
Et donc, on se demandait combien il y en aurait pour la manifestation finale à Paris. Donc, je suis dans mon bureau de TF1 et je me rends compte à 19h30 qu'il n'y a toujours aucune estimation donnée par le ministère de l'Intérieur. Donc, je téléphone au ministre, Gaston Defferre, que j'ai au téléphone et qui me dit « Ah, monsieur Bourret, je suis en pleine réunion, je vais vous passer ma directrice de la communication qui va répondre à toutes vos questions. » Alors, je lui dis « Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'estimation du ministère de l'Intérieur ?» Elle me dit « Il n'y en aura pas. » D'accord. J'ai dit, il n'y en aura pas. J'ai dit, vous vous rendez compte que dans une demi-heure, je vais commencer le journal de 20h en disant, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il y a eu aujourd'hui à Paris 2 millions de manifestants selon les organisateurs. Et pour la première fois, le ministère de l'Intérieur ne veut donner aucune estimation. Ça va complètement crédibiliser les 2 millions. C'est clair. Elle me dit, ah bon, ça, on n'avait pas pensé à ça, je vous rappelle tout de suite. 4 minutes après, elle me rappelle, parce qu'elle connaissait les chiffres, évidemment. Ouais. Elle me dit 800 000 au moins ouais. Manifestants, pas tout à fait définitifs. J'ai dit, ça veut dire quoi, pas tout à fait définitif? Il y en aura peut-être 50 000 de plus. Donc j'ai dit, alors je vous pose tout de suite une deuxième question. Il était 8h moins 20, on était à 20 minutes de l'antenne. Depuis combien de temps il n'y a pas eu 800 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, à Paris? Elle me dit, oh, vous et vos questions. Ah oui, c'est notre rôle de journaliste de poser des questions. Elle me rappelle 3-4 minutes après, elle me dit, depuis la Libération, je commence le journal de 20h sur TF1, le jour de la grande manifestation en faveur de l'école libre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération, avec au moins 800 000 manifestants, selon les propres chiffres du ministère de l'Intérieur. Mitterrand regardait mon journal avec ses conseillers. Ils avaient verrouillé France 2 qui avait annoncé 500 000 manifestants. Et il se tourne vers ses collaborateurs, on me l'a raconté par la suite. Et il pose même pas une question, mais le simple regard, ça voulait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte, ce pauvre bourré? Je croyais qu'on avait tout verrouillé, l'AFP, etc. Et donc, il téléphone tout de suite à mon directeur de l'info, qui était Alain Danvers, sympathique journaliste de gauche assumé, puisque on l'avait fait passer du grade de petit reporter. C'est pas du tout méprisant ce que je dis, parce qu'on est un petit reporter au début de nos carrières, au grade de directeur de l'information. C'est un peu comme dans l'armée, si on fait passer un soldat du grade de sergent-chef au grade de général de division. Ouais. Alors il était là, à la fin du journal, il me convoque tout de suite. Je me souviens, j'étais sur le plateau encore, le journal de TF1 venait de se terminer, et il y a le haut-parleur qui dit Jean-Claude dans le bureau de Danvers, il veut te voir tout de suite. J'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je suis rentré dans son bureau, et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu as raconté? Il était assez agressif. Qu'est-ce que tu as raconté? Moi, je faisais l'idiot. J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui, tu as dit qu'il y avait plus de 800 000 manifestants, que c'était la plus grande manifestation depuis la Libération. C'est pas dans les dépêches. Alors j'ai dit, oui, mais je vais t'expliquer une chose, Alain. Ce qui différencie un militant du Parti socialiste, comme toi, d'un modeste journaliste, fils de paysan, qui essaye d'être honnête vis-à-vis des téléspectateurs, quelle que soit leur tendance, c'est que moi, je fais mon métier. Oui, toujours, tu fais ton métier, tu t'es renseigné auprès de tes amis de droite. Parce que dès l'instant, on n'avait pas la carte du PS, à l'époque, on était classé à droite, voire à l'extrême droite. J'ai dit, non, je me suis renseigné auprès de tes amis, auprès du ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Et là, le ton a baissé de 3 tons d'un coup. Il m'a dit, tu as vu le ministre? Ben, j'ai dit, oui, j'ai eu monsieur Defferre. Ah bon, c'est lui qui t'a dit ça? Oui, c'est lui qui m'a dit ça. Bon, ben on verra. Bon, ben salut. Donc, je suis reparti avec un Alain Danvers qui était un peu déstabilisé. Et après, ils ont vérifié ce que j'avais dit. Et ils ont vu que c'était vrai. Et alors, ils ont dit, mais comment on peut virer Bourret? On peut pas lui reprocher, il a fait son métier. J'ai une idée. On va créer la première télévision du matin, on va mettre Bourret au matin, il y aura 10 000 téléspectateurs parce que personne ne regarde la télé le matin, et puis ils m'ont mis au matin, j'ai créé Bonjour la France, première télévision du matin en France, Berlusconi, qui commençait à vouloir créer une chaîne de télévision, avec l'appui de Mitterrand d'ailleurs à l'époque, regardait la télé et il allait regarder la première télévision du matin,
Il a dit, il est pas mal finalement ce bourré-là. Et il m'a convoqué, et voilà comment je suis allé sur la 5. Mais à propos du contrôle de l'information, vous avez été aussi un des premiers, je crois, à dire que le nuage de Tchernobyl était bien passé en France. Là aussi, on a vécu un moment surréaliste où la frontière française permettait au nuage d'éviter de passer sur le territoire. Comment ça a été géré dans les rédactions, cette fake news officielle? Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur d'une carte de presse, moi j'ai la carte de presse 24 000 et quelques, je l'ai eu en 1967 de mémoire. La valeur d'une carte de presse, c'est combien tu as sorti de scoops nationaux ou mondiaux dans ta vie. Parce que beaucoup de journalistes, c'est un métier que je respecte et que j'aime infiniment, mais combien tu as sorti de scoops dans ta vie professionnelle? Si tu n'as sorti aucun scoop, bon, tu as fait ton métier de journaliste, mais c'est pas quand même transcendant. Moi, je peux dire que j'ai eu plusieurs scoops mondiaux, donc j'en suis très fier. Pardon d'apparaître un peu prétentieux, mais Apollo 13, oui, l'origine de l'explosion, c'était moi, et l'affaire du nuage de Tchernobyl, c'était moi, et le ministre de l'époque, ministre de l'Environnement, que j'ai vu plusieurs fois dans son bureau, en tête à tête, m'a dit, mais à cause de vous, j'ai failli sauter. Parce que les consignes du gouvernement, c'était le nuage n'a pas traversé la France. Ouais. Voilà. Et avec Corinne Lalo, qui est une remarquable journaliste, qui a écrit un bouquin sur les perturbateurs endocriniens et qui est en train de refaire une enquête, elle faisait partie de mon équipe de journalistes du week-end, et je leur avais dit, il faut me trouver les taux de radioactivité aux frontières. Donc aux frontières, on voyait par exemple qu'en Belgique, il y avait, je dis n'importe quoi, 6000 becquerels par mètre carré. En Belgique, vous faisiez 1 mètre, vous franchissiez la frontière vers la France, il y avait 0, et plus. Donc voilà, j'ai sorti ce scoop mondial, ouais. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs sur le plan journalistique, c'est-à-dire que ça c'était le samedi 13h, et le lundi matin, ça faisait 7 à 8 colonnes sur l'ensemble des journaux français, et il y avait un titre à la une de tous les journaux européens. Le nuage a bien traversé la France. Ouais, et il y a eu plein de cancers de la thyroïde à cause de ça. Oui, parce que c'était un mensonge bien sûr, c'est un mensonge officiel. C'est terrible. Et quel regard vous portez en fait sur la profession de journaliste? Est-ce qu'il y a un manque de courage pour ne pas faire son métier correctement parce que la soupe est bonne d'une certaine façon, ou bien est-ce que finalement c'est plus simple de suivre les dépêches officielles du gouvernement que d'aller creuser derrière? Je crois que la réponse est dans la question. Vous avez tout résumé. Un manque de courage, ouais. Oui, un manque de courage, il faut comprendre pourquoi. Un journaliste, c'est pas quelqu'un qui gagne des sommes absolument folles, sauf Jean-Claude Bourré qui le raconte dans son dernier bouquin. Un journaliste, ça gagne entre 1500 et, pour les rédacteurs en chef, 5, 6, 7 000 euros par mois. Bon, les stars peuvent gagner 12, 15 000, 17 000 euros par mois. Mais ça, c'est vraiment les les grandes stars de la radio ou de la télé. En général, c'est toujours moins de 7-8 000 euros. C'est-à-dire la paye d'un député, quoi. Et alors, en un mot, parce qu'on a fini, mais qu'est-ce qui a fait que la 5 a fermé? Qu'est-ce qui a tué cette chaîne, pourtant aimée des Français, hein? C'est l'association de toutes les autres chaînes de télé, parce que nous, sur la 5, on prenait l'équivalent d'à peu près 300 millions d'euros de publicité sur le marché de la publicité. Donc les autres chaînes se disaient, si on réussit à tuer la 5, ces 300 millions, on va se les partager. Et ils ont tout fait pour tuer la 5 et ils y sont parvenus. Ils ont réussi. Merci beaucoup Jean-Claude Bourré, c'était passionnant. On aurait aimé continuer cet entretien, mais on va rendre l'antenne avec un sujet qui va vous intéresser puisque Céline Alonso et André Berkoff reçoivent tout de suite l'astronaute Philippe Perrin. Et je sais que vous, les étoiles, ça vous intéresse, on n'a pas eu le temps d'en parler. Les étoiles et la vie extraterrestre, évidemment. Absolument, mais on en parlera à une autre occasion. Merci beaucoup Sud Radio, restez avec nous pour la culture dans tous ses états. À tout de suite. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain.